là, c'est que vous vous intéressez au tourisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le domaine du tourisme privé? Si vous pouvez lever la main. OK. Tourisme public? Non. Prestataire? Alors, vous venez d'où, en gros? Par exemple, vous deux? Ah, donc vous êtes public? OK. D'accord. D'accord. OK. Ah bah, mêlée numérique, oui. Développeur. D'accord. OK. Pour information. OK. Et monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, juste? OK. Bon, voilà, on a un public hétérogène et on va essayer de rester dans un timing qui permettra ensuite aux gens de poser des questions. Je ne sais pas si vous allez pouvoir rester pendant les deux tables rondes. La première, on va vous présenter des cas d'utilisation de gestion de la data et d'intelligence artificielle opérationnelle. Ensuite, il y a 3 startups qui vont venir pitcher des projets que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Et puis après, on fera une deuxième table ronde qui parlera plus de voir comment la question de la data, de l'intelligence artificielle peut jouer un rôle sur le tourisme pour verdir le tourisme, côté offre, côté demande. Donc là, on est sur 4 expériences qui sont très, très différentes. Et donc, je vais laisser à chacun des intervenants, on avait dit 4 minutes, pour vous parler de ce qu'ils font dans le tourisme, avec de la data, avec de l'IA. Et ces 4 expériences qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très différentes et je trouve assez complémentaires, en tous les cas, par rapport à ce que je peux connaître, moi, de ce sujet qui suis quand même, peut-être comme certains d'entre vous, un peu néophyte là-dessus. Donc on va commencer par Manuel Mirabel qui s'est déjà présenté, donc on va gagner du temps sur les 4 minutes. Et Manuel, si je devais résumer ce que tu m'as dit en préparant, c'est qu'en gros, tu as fabriqué 3 briques d'intelligence artificielle qui devraient te ramener 3 briques d'ici quelques temps, mais tu ne sais pas encore quand. Ouais, alors moi, j'ai rien fait. Hein. Voilà, moi je suis un peu un danseur de claquettes, donc je sais qu'il y a des développeurs et des gens spécialisés dans la data. Moi, je suis plutôt market et je peux essayer de réfléchir sur les sujets et pas tout seul. Donc, effectivement, on a fait 3 briques, métier fonctionnel. Je les décris rapidement. Alors, déjà, on historise de la data depuis 5 ans. Alors, sur les 5 dernières années, on a jeté les années N-5 et N-4 pour des raisons que vous pouvez imaginer, parce qu'elles représentaient n'importe quoi. Et grâce à cette data, on a fait une première brique qui s'appelle une clusterisation. Mon cher G. C'est-à-dire que les 600 destinations qui sont dans ces clusters, ou 800 maintenant, au lieu de les organiser en fonction de critères métiers, genre un camping 4 étoiles en bord de mer, on les a clusterisés sur un mode IA par rapport à leur structuration de chiffre d'affaires. Et donc on a aujourd'hui 10 clusters qui sont beaucoup plus robustes. Le plus petit a 40 établissements, le plus gros doit en avoir 220. Et sur cette base-là, tous nos calculs sont faits sur ces clusters. Donc nos clients ont accès à de la data qui leur correspond, mais qui est consolidée par au minimum 39 autres établissements qui ont des structurations de remplissage, des origines de clientèle sur plusieurs années, donc sur 3 ans, qui sont similaires. Donc c'est le premier élément. Ce n'est pas hyper novateur comme recherche, ce n'est pas de la R&D monumentale. J'aurais fait 1 minute 30 sur la première. Mais c'est fondamental dans les 2 briques qui suivent. La deuxième brique, c'est faire... Là, c'est directement opérationnel, c'est faire de la prédictivité de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en permanence, un établissement, au mois de janvier, au mois de février, il peut voir quel sera son chiffre d'affaires d'atterrissage. Alors, il peut consulter et voir si la courbe par rapport à son dispositif marketing, par rapport à son dispositif d'intermédiation est suffisamment dimensionnée. Et c'est déjà des éléments qui vont pouvoir qui vont permettre de faire évoluer soit son marketing, soit sa tarification. Et la dernière brique, pour faire très vite, c'est celle qui va donner de la prédictivité sur la demande. Donc, en gros, une espèce de météo qui va être circonstanciée sur la typologie des produits demandés, les dates demandées et les origines de clientèle demandées. C'est-à-dire qu'il sera en mesure de voir que le Baden-Württemberg, pour la semaine du 1er août, représente telle volumétrie pour les 15 jours qui arrivent et tel dynamisme. Et là, on en est là. Et la brique à venir, et j'aurai terminé, c'est de pouvoir lier tout ça à une dimension de revenu management. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en place un certain nombre de cales pour dire j'ai obtenu ce niveau de remplissage à telle date, donc je peux augmenter de 2, de 3 ou de 4%, ce qui est à peu près les mécaniques que l'on met en place quand on fait du revenu management. Là, ça va
tenir compte en plus des éléments que je viens de mentionner et que je ne détaille pas parce que j'ai dépassé mes 4 minutes. C'est parfait. On reviendra dessus après si vous avez des questions un peu plus précises, évidemment, comme d'ailleurs sur les 3 autres interventions. Alors, tu peux peut-être passer le micro à Benoît qui en est démuni. Donc, Benoît, lui, il est consultant. Ça fait, alors on n'est pas d'accord, mais ça fait une dizaine d'années qu'il me saoule avec l'IA en me disant ça va changer le monde et compagnie, parce qu'il avait un frangin qui bossait chez IBM sur Watson. Et il travaille sur du génératif. Tu nous racontes un peu ce que tu fais ? En parlant d'IBM, c'est vrai qu'il y a quelques années, IBM m'avait contacté, parce que moi j'étais vraiment spécialiste sur le tourisme digital, et de voir comment on pouvait, avec Watson, intégrer de l'IA de manière opérationnelle. Et surtout qu'il y avait une demande de Serge Chevalier, donc, qui disait moi ça m'intéresse et tout ça. Donc on s'est retrouvé à un moment donné avec IBM et Serge Chevalier à voir comment on pouvait avoir des cas d'usage. Donc on a réfléchi à des cas d'usage et mettre en œuvre tout ça. Et en fait on n'y est pas arrivé. Alors c'était assez intéressant parce qu'on n'y est pas arrivé pour une seule chose, c'est que tout simplement, et là c'est un peu le thème de l'atelier, parce que les données, c'était avec l'Office du tourisme, et l'Office du tourisme n'avait pas les données. C'était la Compagnie des Alpes qui avait les données. Il n'y avait pas de convention avec. Et en fait, on pouvait imaginer tous les cas d'usage, mais finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais par contre, ça nous a fait avancer quand même sur cette approche-là. Et après, un jour est arrivé ChatGPT. Et là, c'est vrai que Watson, ça coûtait quand même très cher, des applicatifs qui sont quand même qu'en API, donc en plus pas facilement, fallait passer directement par les ingénieurs, et là il y avait la vulgarisation de l'IA, quoi. Et moi ça m'a réveillé le truc, et on a retravaillé véritablement sur comment on peut utiliser l'IA avec ces solutions d'IA générative, en prenant un peu la logique de l'expérience et les cas d'usage. Et je pense que c'était important justement quand on a échangé avec Claude de dire l'IA c'est pas que du back-office, de la réflexion, mais ça part avant tout de l'expérience client, quoi. En plus moi j'avais une casquette très marketing expérientielle, et c'était de dire finalement l'IA c'est pas nébuleux, ça veut dire juste que si on traite bien l'IA, je prends juste un exemple ce matin, je viens sur Toulouse, j'ai envie d'aller faire une petite visite sur Toulouse, je sais pas trop, je vais poser une question finalement à une intelligence artificielle, et fais-moi un parcours de 3 heures avec les choses les plus intéressantes sur Toulouse. Et imaginez que je vienne en voiture, que je lui dis dis-moi où est-ce qu'il faudrait que je me gare, dis-moi si y a de la place dans le parking, et à la limite réserve-moi la place. Et puis si en plus là je vais lui interroger un petit peu, je lui dis en plus réserve-moi tel ou tel billet, quoi. Mais là pour faire tout ça, en fait, demain, dans la logique d'un parcours client, dans une logique vraiment expérientielle, finalement, si j'ai pas ma place de parking, si j'ai pas la réservation, qu'il n'y a plus de place, mon expérience elle est totalement dégradée, quoi. Et ça veut dire que dans la projection de demain, toutes ces données-là, et quand on réfléchit justement avec Frédéric aussi de ça, c'est de dire que si on pense expérience client, on a besoin de quelles données pour arriver à optimiser son expérience à lui. Et donc si j'ai la place de parking, si j'ai la réservation, j'arrive, je suis tranquille. Donc je suis serein, je peux vraiment profiter de mon expérience. Et à mon avis, c'est un des points clés. Et il ne faut pas faire la dichotomie, il faut pas séparer ces deux aspects. C'est l'expérience et l'IA, à mon avis, sont clés là-dedans. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors je travaille beaucoup après avec les territoires sur la dimension compétences, acquisition de compétences, justement sur des cas d'usage, alors là plutôt en back-office. Et le petit point que je voulais, qui est vraiment à mon avis clé, et je pense que tu me dis si je suis un peu trop long, vous faire un point, c'était la logique du moteur de recherche et du moteur de réponse, en fait. On est en train de basculer dans un autre monde. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Perplexity, qui est un moteur en fait de réponse. D'accord, ça veut dire qu'en fait avant, moi je cherche pour mon expérience de ce matin. Qu'est-ce qui se passerait normalement ? Je vais sur Google et je vais aller chercher où est-ce qu'il faut que je me gare, peut-être l'info sur le site du département, de l'Office du tourisme de Toulouse, tout ça, et je vais aller visiter plein de sites comme ça pour essayer de construire mon expérience. Et là, en fait, on a une démarche qui est en train de muter totalement, où finalement, je vais aller voir un moteur de réponse qui, lui, va faire tout le taf à ma place. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais poser mon problème, lui, en fait, il va intégrer quelles sont les différentes recherches que je fais, il va aller puiser les sites internet, les repérer, il va aller récupérer l'info et il va m'apporter une réponse et non pas en fait un site dans lequel je dois rechercher quelque chose. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme complet sur la recherche en fait. Et sur l'expérience client qui, à mon sens, va bouleverser totalement. Alors déjà, s'il y en a qui utilisent, moi, dès que je veux avoir des recherches un peu clés, je vais aller sur Perplexity et puis je vérifie juste sur le site web après s'il ne me raconte pas des bêtises. Mais ça change complètement la donne. Et Google est en train de le faire aussi avec SGE qui a basculé Overview, où finalement, vous n'allez plus visiter les sites web, ils vous donnent la réponse à partir de 5-6 sites web. Et je pense que ça préfigure vraiment l'avenir, quoi. Donc la vraie question après derrière, c'est
quel type de données, comment en fait je nourris l'IA pour être présent dans la réponse de l'IA. Voilà. Okay. Merci Benoît. Alors, on a parlé de data là, des deux côtés, et c'est évident qu'il y a un sujet de data. Donc là, vous avez un Frédéric Blavou, qui est directeur général d'une société coopérative qui s'appelle Apidae. Et lui, c'est un grossiste en data, quoi. C'est-à-dire que pour les plus vieux, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a eu un moment où les régions, il y a les régions qui se sont mises, les régions en comités régionaux de tourisme qui se sont mis dans les années 90 à réfléchir à des systèmes d'information. Ça s'est construit dans les différents territoires. Midi-Pyrénées, à l'époque, était plutôt en avance avec le Nord-Pas-de-Calais. Tout ça a évolué et en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait un système qui était peut-être un peu plus robuste que les autres, avec une dynamique partenariale qui était bien engagée. Et Auvergne-Rhône-Alpes a monté une société à laquelle ont adhéré Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs centaines, voire milliers de producteurs de data qui bossent dans des offices de tourisme, dans des comités départementaux, dans des comités régionaux, et une communauté de développeurs également qui bossent sur ces data. Et donc Frédéric va nous parler de comment Apidae, la petite ruche des abeilles, lui c'est la reine des abeilles, et donc comment Apidae, où en est Apidae en matière d'IA pour gérer combien d'objets touristiques, je ne sais pas. Alors, effectivement, merci pour l'intro. Ça m'évite de la faire. 700 offices de tourisme utilisent notre logiciel, donc à peu près la moitié des offices de tourisme en France. Et on gère 500 000 objets touristiques. C'est des points d'intérêt naturels, culturels, des hébergements, des événements, des activités. Donc les offices de tourisme, ils utilisent notre plateforme pour gérer ces données. Et c'est important de rappeler effectivement ce que fait Apidae. Parce que pour nous, et il y a un an, je ne vous aurais pas dit la même chose, mais pour nous, l'IA est devenue absolument centrale et c'est notre préoccupation désormais quotidienne. Parce que dans notre métier, ça va apporter à tous les niveaux de notre métier. Nous, on travaille sur la collecte, donc il y a des gens qui saisissent les informations, il y a des informations qui viennent de droite et de gauche pour venir dans notre plateforme. On structure la donnée, où les agents en office de tourisme disent la donnée de tel type, je vais mettre des descriptifs, je vais l'enrichir. Et derrière, la donnée, elle est diffusée à plein d'endroits. Elle est diffusée sur votre appli de rando, elle est diffusée sur le site web de l'office de tourisme, elle est diffusée sur l'outil de gestion de la taxe de séjour, etc. Et à tous ces niveaux-là, l'IA va pouvoir apporter des choses, et encore plus que les chatbots qu'on voit actuellement et qui répondent. Là, on est sur le fondement et la gestion de la donnée en elle-même. Et donc, juste avant de dire ce qu'on fait, je vais prendre 2-3 exemples concrets pour ne pas barber tout le monde. Nous, on a créé une factory. On est une petite entreprise, finalement, même s'il y a pas mal d'influence. On est une vingtaine de personnes. Et en interne, on s'est créé une factory, c'est-à-dire une entreprise dans l'entreprise qui est dédiée à faire de l'innovation et de l'IA. Et ce qu'on fait, on travaille en mode agile pour tester des cas d'usage. Et chaque mois, on a un cas d'usage qu'on expérimente. Ça ne veut pas dire que ça va aller dans notre plateforme, mais ça veut dire qu'on teste quelque chose et on voit si ça peut porter ses fruits. Donc c'est un processus qui a révolutionné un peu la façon dont on travaille et qui est en train de porter ses fruits. Et je vais prendre, pour ne pas être trop long justement, quelques exemples de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a déployé avec cette factory. Le premier, il est assez simple et assez basique. On a fait du génératif, nous aussi. C'est-à-dire que des offices de tourisme vont devoir générer des descriptifs pour des centaines, voire des milliers d'objets. On les aide à partir du type de fiche touristique, c'est-à-dire c'est un hôtel, c'est 3 étoiles, c'est labellisé accueil vélo. Est-ce que vous avez des consignes à donner sur la façon dont vous voulez générer le texte ? Oui, je veux que j'ai un texte qui soit dédié aux familles avec enfants. Et là, l'IA chez nous va pouvoir générer automatiquement des centaines de descriptifs qui sont attractifs, optimisés pour le SEO, etc. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est sur la collecte de la donnée. Les offices de tourisme passent énormément de temps, beaucoup de temps, à appeler les hôtels, à aller les voir pour dire mais quels sont vos horaires d'ouverture, quels sont vos tarifs, les musées, pareil. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu automatisées, mais c'est toujours cas 1, cas 1. On a fait une deuxième expérimentation qui est de scraper un site web. On donne une URL d'un musée, d'un hôtel, et l'IA toute seule va aller chercher les horaires d'ouverture, les tarifs, et les mettre au bon endroit dans notre base. Ça, c'est un deuxième élément qui est super intéressant en termes de gain de temps. Et le troisième, pour finir, c'est un peu dans la même veine. La troisième expérimentation qu'on a faite, c'est de catégoriser automatiquement des fiches touristiques. Donc à partir d'un texte, un texte brut. Je vais prendre un exemple. Si je vous dis Marie et Yves se rencontrent dans la rue et décident de passer un bon moment ensemble, c'est pas le début d'un film érotique. Voilà. L'IA va dire ça, je reconnais, c'est un événement et c'est une pièce de théâtre et va le catégoriser comme tel dans notre base de données.
Donc c'est vraiment, nous, la finalité de tout ça, c'est de mettre en place des automatisations qui font gagner du temps aux agents en office de tourisme pour qu'eux se consacrent à autre chose que des tâches fastidieuses, c'est-à-dire sur des choses où ils ont beaucoup plus de plus-value, sur la structuration, la promotion, et soient aidés pour toutes ces tâches qui prennent beaucoup de temps. D'accord. Donc là, on est sur un aspect technique, en fait, de votre cœur de métier. Tu peux nous dire 2 mots du projet européen sur lequel tu es avec la SNCF aussi ? Ah oui, alors, et Air France aussi d'ailleurs, et tous les gros du tourisme et de la mobilité, et il y a Accor aussi, enfin il y a tous ces gros-là, et on est dans un... C'est dur de faire une synthèse en 1 minute, mais en gros, il y a un consortium qui a été créé avec l'ensemble de ces acteurs-là, qui ont dit on va créer un espace de données qui va permettre de faciliter les échanges entre tous les acteurs de la mobilité et du tourisme. Et cet espace de données, les données vont transiter, on saura qui demande les données, qui les fournit, il y aura une vraie gestion de la souveraineté, et il y aura tous les éléments techniques qui vont permettre aux données de transiter facilement, ce qui fait que les cas d'utilisation qui vont pouvoir agréger des données qui viennent d'hôteliers, de la SNCF, de Air France, etc., pour construire des nouveaux cas d'usage, vont pouvoir être agrégés ensemble facilement. Ouais. Ça s'appelle EONAX. Ouais. Et là, on résout le problème de la convergence du tourisme et de la mobilité, qui est vieux comme mes robes depuis des lustres. Tout à fait. Ok, merci Frédéric. Alors après, avec Aude, on a quelqu'un qui est très différent, puisque Aude, en dehors d'avoir une tête bien faite par sa formation initiale, n'est-ce pas ? Centrale Lille, je crois. Elle travaille chez Air France, qui est un des gros opérateurs touristiques nationaux, hein, on va dire ça. Il y a Air France, il y a Disney, et puis après, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais elle n'est pas opérationnelle, c'est-à-dire elle n'est pas pilote d'avion. Elle est dans un service qui gère de la data et de l'IA pour tous les métiers d'Air France, quoi. Donc, tu peux nous raconter un peu ta vie, ton œuvre ? Oui, donc en effet, je suis dans le... Enfin, on a décidé de centraliser en fait tous les sujets de data d'un point de vue technique au sein de l'informatique. Et donc, on est dans un département où on gère de bout en bout, que ce soit de la récupération des données, le traitement des données, le stockage, et puis après, la consommation par d'autres applications, ou bien après des outils de data visualisation, data science ou optimisation. Alors après, nous, la donnée, il a fallu que je trouve des cas d'usage, mais donc j'ai fait un gros tri parce qu'on en fait beaucoup, et ça fait longtemps qu'on fait beaucoup de données. Donc juste pour vous illustrer ça, notre département de recherche opérationnelle, il a été créé il y a plus de 60 ans. Donc initialement sur des sujets de revenu management pour optimiser les revenus basés sur le prix de nos billets. Mais bon, ça fait 60 ans qu'on comprend qu'il faut qu'on capitalise sur la donnée et que c'est important en fait, pour rester concurrentiel dans cette industrie assez compliquée et avec des marges faibles. Donc on essaye de rester toujours à la page et donc si j'essaye d'illustrer un peu ça, donc une première illustration, c'est sur l'IA générative. Donc forcément, tout le monde en parle. Nous, on a rapidement créé une équipe dédiée au sujet d'IA générative. Et là-dedans, on a tous nos métiers, puisqu'en effet, on sert tous les métiers. Petite parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle les métiers, hein ? C'est que nous, à Air France, on a des gens qui vont être opérationnels, qui vont être dans les aéroports. On a des gens à bord des avions. Mais on a des gens qui font de la maintenance des avions, on a des gens qui vendent des billets, on a une activité aussi cargo, donc c'est très varié. Et donc on travaille pour tous ces métiers-là qui sont très demandeurs, avec tout le buzz autour de l'IA générative. Donc on est là aussi pour prioriser, faire le tri et rationaliser, parce qu'on essaye de réutiliser un maximum, parce qu'on s'aperçoit que souvent les cas d'usage sont similaires d'un métier à l'autre. Alors, un exemple concret qui est là en cours d'implémentation, c'est un outil qu'on a appelé Pamelia. Et donc, c'est un outil à disposition de nos agents frontline et aussi support. Et c'est un chatbot. Un chatbot donc, basé sur de l'IA générative. Sauf que la base d'apprentissage de ce chatbot, c'est toute la base documentaire de ces agents-là.
Donc quand ils ont une question de la part des clients, le client peut poser des questions diverses et variées, parce qu'il a subi un aléa, parce qu'il veut savoir où se rendre, quelle est la prochaine étape de son voyage, mais qui peuvent être vraiment des fois très compliquées. Donc les agents vont chercher dans ces bases documentaires et ça leur prend du temps, ça peut être inconfortable face aux clients. Donc là, ils ont un outil qui leur permet, donc on passe dans cette optique de recherche de réponse, et donc pour avoir cette réponse exacte basée sur les documents d'Air France. Et en plus, on a pu y ajouter une fonctionnalité multilingue qui permet par un système de speech to text, donc explique, énonce la réponse, et il peut présenter directement au client dans sa langue la réponse en version texte. Et si j'ai un peu de temps, je peux parler d'un second usage, parce que nous, ce qui est intéressant, je sais pas si ça marche toujours, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a beaucoup de cas vraiment opérationnels où on peut voir concrètement sur le terrain à quoi peut servir la data. Et donc un exemple qui parle, je pense, qui vous parlera à tous, c'est tout simplement les plateaux repas à bord. Donc combien on en emporte. Et en fait, il y a beaucoup de gaspillage à ce niveau-là. Et précédemment, c'était chaque escale du monde qui gérait en gros les commandes de ces plateaux repas. Donc on a plus de 170 escales si on prend Air France plus KLM, puisqu'on est un groupe Air France KLM. Donc vous imaginez la différence de gestion des plateaux repas, des commandes. Et il a été décidé de centraliser ça et on a utilisé un système basé sur du machine learning pour en fait prédire le nombre de repas à emporter à bord. Donc en fait on se base sur la prédiction du nombre de passagers et de la typologie de passagers pour anticiper les commandes. Donc ça peut paraître simple, on peut se dire il suffit de regarder le nombre de billets vendus et puis on prend le nombre de repas associés, sauf qu'en fait non, les commandes elles se passent en amont et on peut avoir des clients qui achètent des billets ou qui au contraire annulent leur voyage ou achètent un surclassement jusqu'au dernier moment et donc ça c'est difficile à gérer. Et donc avec ça, on espère vraiment limiter le gaspillage alimentaire, mais aussi le gaspillage forcément financier. Et puis des fois des aspects indirects auxquels on ne passe pas nécessairement tout de suite, c'est plus on embarque du poids à bord, plus on consomme du carburant. Et donc avec ça, qui est fonctionnel depuis presque un an, on a déjà quantifié une économie de 35 tonnes d'aliments juste sur le retour des vols long courriers. Et on a estimé aussi, on a calculé à peu près à 1 million d'économies, 1 million d'euros aussi, juste par ce système-là. Et donc voilà, c'est vraiment une belle réussite et on voit que la data c'est utile là dans un contexte évitement de coûts. Ok, merci beaucoup. Alors, pour la deuxième partie, moi j'aimerais qu'on commence avec toi, Aude, sur le... Comme tu es en face de toi, tu as des chefs de produits marketing, tu as des gens qui animent des équipes relations clients, tu as des gens qui s'occupent de maintenance. Comment tu vois la maturité des demandes? Parce qu'on parle de ChatGPT il y a 2 ans, 100 millions d'utilisateurs en 2 jours et un buzz, alors que l'IA prédictive, elle existe depuis beaucoup plus longtemps, quoi. On parle de 60 ans chez Air France. Alors je ne sais pas si à l'époque vous étiez déjà sur de l'IA, mais voilà. Donc il y a une espèce de mode autour de ça. Comment tu vois les demandes arriver? Est-ce que c'est des demandes construites de gens compétents ou est-ce que c'est n'importe quoi et des gens qui te demandent d'arriver à faire papa-maman alors qu'ils n'ont pas le début de la data qui serait nécessaire, par exemple? Alors, c'est sûr que oui, il y a du monde. On est plus de 40 000 juste Air France. Si on prend Air France plus KLM, on est plus de 70 000 répartis partout dans le monde. Et dans ton équipe, vous êtes combien? Alors, en tout, on a des internes, on fait appel à des sociétés externes. On doit être plus de 150. Enfin, ouais, c'est quand même pas une petite équipe, quoi. C'est un gros machin, quoi. Non, et on est répartis sur plusieurs sites en France et aussi aux Pays-Bas. Ok. Et oui, donc tous les métiers, donc on est répartis vraiment sur des métiers, comme je le disais, très différents. Donc en effet, tout le monde n'a pas la même maturité par rapport à la data. Après, il est clair que l'arrivée de ChatGPT, ça a été une pub plutôt extraordinaire. Mais avec cette pub-là, il faut réussir aussi un peu à canaliser l'enthousiasme. Enfin,
ça va dans les deux sens. En même temps, on a envie de diffuser la culture data dans l'entreprise, on a envie que les gens aient envie d'utiliser, on a envie qu'ils aient des initiatives, leurs propres initiatives, mais en même temps, on ne peut pas non plus laisser faire tout et n'importe quoi. On ne veut pas faire exploser les coûts, on ne veut pas se retrouver avec 15 fois la même chose. Et même après, ça peut entraîner des risques au niveau informatique, en fait. Donc, on a trois grosses structures, on va dire. Une qui est le Data Office, qui est vraiment plus au niveau stratégique. On va gérer tout ce qui est gouvernance des données, éthique, etc. Après, il y a le département informatique auquel j'appartiens. Donc là, on s'est récemment réorganisé pour proposer plus de clarté aux métiers. Parce qu'en effet, les métiers, est-ce qu'ils ont une demande de clair? Ça dépend des métiers. Beaucoup arrivent en disant « moi, je veux un sujet d'IA générative parce que ça fait bien ». Mais il n'y en a pas toujours besoin. Et des fois, il faut savoir aussi les conseiller, les arrêter, les freiner, ou au contraire, des fois, leur proposer des solutions. Donc on a cette entité informatique qui gère la data de bout en bout. Et après, on a une troisième structure qui s'appelle la Data Factory. Donc ça, c'est une structure gérée conjointement par l'informatique et la direction de la transformation. Donc c'est vraiment l'illustration du lien entre le métier, enfin, les différents métiers et l'informatique. Et l'organisation de l'entreprise, quoi. Voilà, c'est ça. Et de son positionnement, elle est au cœur du siège d'Air France, donc à Paris. Donc c'est symboliquement aussi, on est là pour les métiers. On offre une enceinte où venez voir la data. Okay. Avec plusieurs offres de formation, acculturation, séances d'idéation et une permanence donc, où les métiers peuvent venir voir. Ok, merci. Et ça, c'est quand même un gros acteur capable de faire ça. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Alors attendez, je vous apporte un micro, comme ça nos amis distants pourront vous entendre. Bonjour. J'ai une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de l'open data dans l'e-tourisme en fait? Quelles seraient les plateformes qui existent, publiques et privées, s'il y a des entreprises qui ouvrent leurs données aux différents acteurs dans le domaine? Voilà. Vaste sujet. Alors c'est une question qui, je pense, s'adresse à Frédéric. Je ne sais pas si je suis la référence à la matière. En tout cas, au niveau tourisme institutionnel, je peux répondre un petit peu. Ouais. Jean l'a évoqué tout à l'heure. Il y a une initiative qui a été mise en place il y a quelques années qui s'appelle Data Tourisme, qui est un système d'information touristique, un méta-système d'information touristique. C'est-à-dire que tous les systèmes d'information touristique vont remonter dans ce méta-système d'information touristique, et c'est les informations en open data qui vont remonter. C'est-à-dire que chaque office de tourisme ou chaque comité départemental ou comité régional va dire « moi, je veux bien que ces données-là remontent en open data et donc elles soient utilisables par le plus grand nombre ». Donc ça, c'est Data Tourisme. Et Data Tourisme, c'est une plateforme qui est gérée par la fédération des offices de tourisme et des agents du tourisme qui s'appelle ADN Tourisme. Donc ça, c'est ADN Tourisme. Voilà, ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi Accès Libre aussi aujourd'hui pour une problématique très importante et d'actualité sur les personnes à mobilité réduite et la gestion du handicap. Il y en a plein d'autres. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a deux approches en fait. Il y a une approche open data et une approche données souveraines. Et les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'il y a des données qui ont vocation à être protégées, commercialisées, distribuées petitement, et d'autres données qui ont vocation à être distribuées largement, grand public et gratuitement. C'est à chaque entité, et notamment les offices de tourisme, et nous c'est ce qu'on essaye de faire, de décider dans quelle mesure ils vont ouvrir les différents canaux vers les différentes plateformes. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de manière très rapide, hein, mais peut-être je regarde Benoît parce qu'il a aussi une bonne vision de la chose. Non, je pense que tu as été bon. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de données là, structurées dans l'open data, mais après il y a quand même énormément de données sur le web et tout ça, et c'est toute la problématique de la fiabilité de la donnée. En fait c'est vraiment un des enjeux majeurs aujourd'hui, derrière le traitement, mais... pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse, mais ce qui est certain, c'est que sur les offices du tourisme, un des enjeux, c'est d'aller générer de la donnée. Moi, je pense que quand on parle de création de valeur au niveau des... Alors, c'est peut-être pas la réponse directement à votre question, mais ça me fait rebondir un peu par rapport à ça. Ouais, c'est ma réponse. C'est comment aujourd'hui, je vais arriver à produire de la donnée et nourrir surtout l'IA pour toujours, je reviens à mon expérience, quoi. C'est-à-dire que finalement, les offices du tourisme, ils vont avoir un rôle énorme pour générer beaucoup de données, à mon avis, beaucoup plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Si moi, je
recherche l'itinéraire avec un chien, une petite fille de 12 ans qui va parler de type du côté artistique sur ma balade ce matin à Toulouse, bah là il faut que j'ai de la donnée qui soit là. Si elle n'est pas là, en fait la réponse elle va être approximative, voire elle va être fausse, parce qu'il va y avoir des hallucinations. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est avoir ces données structurées, mais c'est surtout que mettre en place un écosystème, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, pour être certain qu'on va avoir des fermes de données, d'accord, qui ne seront pas que sur les horaires, mais qui seront aussi sur de la donnée extrêmement éditorialisée et qui permettront d'alimenter en fait la réponse à l'expérience client. Alors après, si je peux faire un peu de provoque quand même, parce que je trouve que la question elle est importante. Hein. Le tourisme, c'est quoi? 7-8% du PIB, et c'est une activité industrielle, mais il a deux caractéristiques. La première, c'est que du côté des prestataires privés d'hébergement, d'activités, de visites, de musées, on est majoritaire, alors en dehors de quelques gros porteurs, on est majoritairement sur de la TPE, quoi. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le tourisme institutionnel, les gestionnaires de destination, offices de tourisme, comités départementaux, comités régionaux, Atout France au niveau national. Et je pense qu'il y a avec l'IA, en tous les cas, de ce que j'ai compris de ce que vous venez de dire et dans la préparation, c'est qu'il y a un vrai challenge qui est quelque part, est-ce que les structures qui gèrent les destinations, les structures publiques, elles vont arriver à aller assez vite pour se positionner en tant que producteurs de data de référence que ces moteurs de réponse vont être capables de chercher, ou est-ce qu'elles vont se faire définitivement washer et être remplacées par toutes les sources que l'IA est capable d'agréger. Bon, c'est un peu de la provocation, mais je pense qu'il y a en tous les cas, pour les gens qui gèrent les structures publiques, la question elle est fondamentalement là, quoi. Augmenter le nombre de données, parce que l'IA va demander, le consommateur va demander davantage d'informations que ce que nous avons actuellement, et il faudra que ce soit une donnée vérifiée, contrôlée, pour justement qu'il n'y ait pas d'hallucination. Et là l'enjeu, il est là. Et c'est là où ça va être extrêmement compliqué. Dans des structures qui, actuellement, je le dis tranquillement, sont un peu en souffrance en matière de RH. Et donc, de budget de RH. Et donc là, on va se retrouver sûrement confronté à des problèmes d'organisation pour avoir une donnée la plus solide possible par rapport à un système qui va s'emballer. Et avec un enjeu de souveraineté, mais tout ira bien puisque nous avons maintenant un ministre de plein exercice sur le tourisme, donc il n'y aura pas de sujet. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ou peut-être à nos amis à distance, est-ce qu'il y a une question? Non, ils sont tous endormis, c'est ça? On les a... Vous pouvez avoir une preuve de vie pour les gens qui sont à distance. Allez-y. Lorsqu'on utilise le speech-to-text dont vous parliez, où vont les données audio? Où vont les données? Est-ce qu'elles sont conservées? Comment ça se passe? Alors, conserver, non, je ne pense pas. En fait, c'est vraiment l'idée, l'agent, au lieu de répondre au client indirectement, va parler pour pouvoir... c'est juste à finalité de traduction pour répondre en fait au client dans sa langue natale. Après, j'avoue que je ne suis pas 100% sûre de ma réponse, mais honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'on ferait après de cette partie-là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, je pense à ça, c'est des choses, typiquement, après, c'est des sujets plus larges. Qu'est-ce qu'on garde pas parce qu'après, ça coûte aussi cher de stocker. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne garde pas. Alors, sur le sujet de la génération de contenu, dans la phase préparatoire, j'avais aussi eu des gens qui gèrent Toutbus. Toutbus, c'est des bus qui visitent les villes. Ils sont basés c'est une filiale de la RATP. Ils sont basés à Paris, à Londres, à Bruxelles. Et eux, ils servent de l'IA générative pour produire les contenus en 15 langues qui accompagnent les visites, quoi. Et le truc que je trouvais très intéressant chez eux, c'est que avec un investissement relativement minimal, ils avaient divisé par 10 leur coût de production qu'avant ils produisaient en studio avec des gens qui enregistraient. Et à partir de là, maintenant, ils ont de la data qui est en permanence à jour. Le musée d'Orsay est fermé parce qu'il y a des travaux ou je sais pas quoi. Quand on passe devant, on ne parle pas du musée d'Orsay, ou au contraire, il vient de rouvrir et il y a une expo, ils sont capables de générer ça. C'est un autre exemple. Oui. En fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes agendas en fonction de nos sujets. Chez Air France, c'est une comparaison toute relative, hein, mais comme chez C'est Ouvert, voilà, c'est là où la comparaison est relative. On est sur des trucs en fait très besogneux. On améliore la réponse pour un agent de comptoir, pour quelqu'un qui veut décider d'un tarif. Donc en fait, on se sert de l'IA pour faire un petit pas. Et en parallèle,
On parle d'un chat GPT qui, en 15 jours, récupère 2 millions, 200 millions, 2 milliards, j'en sais rien, peu importe. Donc on est sur, d'un côté, des mécaniques de grand soir, où tout va changer pour toute la planète. Et par ailleurs, on est en train de parler de 10 000, c'est-à-dire pas grand-chose, agents de comptoir qui vont pouvoir parler et répondre dans une langue un peu plus pointue que le faire en anglais ou en espagnol ou en français, etc. Ce n'est pas les mêmes sujets. Et derrière l'IA, on parle de tout ça en même temps. Et c'est pour ça qu'on a du mal à réfléchir au périmètre complet, parce qu'en fait, il faudrait le segmenter. Au niveau d'entreprises privées, on regarde le périmètre métier et on l'améliore. Quand on parle d'une institution qui cherche à créer du contenu qui est du coup en concurrence avec des plateformes planétaires, des concurrents privés, c'est vraiment la difficulté, elle est là. Et les usages de ces technos et la déclinaison de ces technos aux différents métiers, elle doit être, c'est la finesse d'analyse de chaque expert métier qui va pouvoir amener de la valeur ajoutée. Ouais, soit elle est très techno, soit elle est très je récupère de l'applicatif existant, un truc sur étagère ou quelque chose sur mesure. Ça rejoint aussi quelque chose que disait Benoît, qui disait qu'il était à peu près certain que du côté des clients, l'adoption de ces moteurs de réponse, je pense elle allait se faire très très rapidement. Par contre, est-ce que les producteurs et les gestionnaires de data allaient arriver à être au rendez-vous et à ce moment-là, qui allait est-ce que les fameuses 250 000 ou 300 000 TPE du tourisme, on en parlera dans la deuxième partie avec G qui représente son camping et la Fédération nationale des campings, ont une question là-dessus ? Ouais, juste pour rebondir là, je suis tout à fait d'accord parce que l'enjeu majeur pour les destinations, c'est d'aller chercher vraiment la donnée touristique. Donc moi je leur dis, il faut peut-être vos conseillers en séjour, tous les offices du tourisme, ils ont des gens à l'accueil, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a la moitié qui vont rester à l'accueil, ou en tout cas à mi-temps, et les autres, ils vont aller sur le terrain générer de l'offre touristique, tout simplement pour nourrir les moteurs de réponse. Du contenu sous forme d'offre touristique. Et il va falloir qu'ils garantissent la fiabilité. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que c'est fiable ? Est-ce que déjà ça passe ? Alors il y a un vrai travail d'ingénierie, donc c'est pas mal pour eux, parce que ça veut dire juste, vous revenez à votre métier d'origine, créer de l'offre touristique. D'accord ? Alors que des fois, ils s'en sont un peu séparés, ils faisaient juste de l'information. Là, on revient sur la logique d'ingénierie. Et après, ils doivent surtout... il y a un point clé là-dedans, et où les gros auront du mal, c'est l'expertise. C'est-à-dire que je suis un prestataire, ou je suis un territoire, je connais mon territoire, je suis expert de mon territoire, je peux vraiment rassurer, je peux vous certifier que cette information, elle est fiable. Un itinéraire de randonnée, ce genre de choses-là. Si elle est fiable, en fait, c'est la clé demain pour avoir une réponse fiable sur l'expérience client. Et là, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les territoires, c'est là qui crée la valeur. 14, 13 secondes. Dernière question dans la salle, oui, non ? Ok. Eh ben, on a 8 secondes d'avance, bravo, merci à vous, on peut les applaudir.